Salut, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Aujourd'hui, on va parler manga français. T'oublies le global manga, t'oublies le manfra, le franga, je sais pas comment tu l'appelles. Pour moi, un manga est un manga. Et aujourd'hui, on va juste s'intéresser à des mangas qui sont faits par des créateurs français ou francophones. Donc, je vous propose un petit top flop de mes dernières lectures en manga français. Donc, il y en a pas mal qui sont sortis cette année. Et dedans, j'ai inclus quelques mangas que j'ai découverts en fait cette année. Moi, j'avais du retard à rattraper, donc j'en ai découvert cette année. Et du coup, je vous propose un petit top flop. C'est parti! Avant de commencer ce top flop ou flop top, je tiens quand même à vous préciser que bien sûr, ce n'est que mon avis. J'ai classé ces mangas par ordre de préférence, par celui du coup qui m'a un peu moins emporté jusqu'à la première place où vraiment ce manga m'a emporté avec lui dans son univers. Mais je tiens quand même à préciser qu'aucun manga que je veux présenter n'est mauvais, loin de là. Je vais tous les continuer, ils valent tous le coup. Voici mon classement. Et on commence avec Red Flowers de Louis, sorti chez Glénat. Ça nous raconte l'histoire de Kelly, un jeune garçon qui voudrait devenir un adulte. Mais pour cela, il va devoir passer une épreuve dans sa tribu et maîtriser le Katafali. C'est un espèce d'art martial en fait, où tu évites les attaques et tu les contres. Sauf que voilà, le jeune garçon est un peu impulsif, un peu colérique, il n'arrive pas à comprendre cet art pacifique et du coup il va se heurter un peu à son village et à son père. Donc mon avis sur ce manga qui du coup est à la dernière place, mais excellent quand même, parce que voilà, déjà rien que pour commencer, vous avez de très beaux dessins. Franchement, Louis dessine super bien. L'auteur a vraiment un très beau trait, digne des auteurs de manga japonais. Une grosse maîtrise en fait de son dessin, une grosse maîtrise aussi des cases et du découpage très dynamique. C'est très bien narré. Il n'y a rien à dire là-dessus. D'ailleurs, l'univers qui est inspiré du folklore et légendes africaines est très intéressant. Mais voilà, pourquoi je n'ai pas accroché, la raison, c'est que je trouve ce tome qui est très épais. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs le tome le plus épais de tous les mangas que j'ai lus en manga français de cette pile. Ouais, elle est juste là. Et du coup, le souci, oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, Louis va poser les bases de son manga dans ce premier tome. J'ai trouvé ça un peu long. Alors c'est super intéressant, on découvre plein de choses sur comment il a créé son univers, enfin, toutes les petites choses qui en fait racontent l'histoire de son univers. Mais au final, on a vraiment l'impression, enfin c'est mon avis, j'ai vraiment l'impression que l'histoire ne va commencer que dans le tome 2. Alors c'est sûr, on va quand même creuser vachement la psychologie du personnage de Kelly, qui est le jeune garçon qui est là. Mais j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus vite. Par contre, maintenant je suis hyper intéressé, je veux cette suite, parce que je ne peux pas vous dévoiler, mais la fin nous laisse sur un cliffhanger. On se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire là? On continue avec Sifendir Chronicle de Tony Valente et Noah Cohen. C'est sorti chez Ankama et ça nous parle de Akil, un jeune garçon qui s'est perdu avec sa sœur dans une forêt, sauf que c'est une forêt que les fans de Radiant connaissent bien et on sait exactement à quel moment il rentre, mais on sait pas à quelle époque on va en sortir. Du coup, lui, il se trouve qu'il est sorti bien avant sa sœur et ça fait un petit moment qu'il l'attend. Élève pour devenir chevalier sorcier alors qu'il n'en a pas spécialement envie, il va se retrouver confronté à des monstres qui vont voler le trésor du château de sa ville. Mais en volant ce trésor, ils vont aussi libérer une armure que, encore une fois, les fans de Radiant connaissent bien, qui va lui donner un pouvoir. Et à partir de là, j'ai envie de vous dire que moi, la suite me fait penser un peu à Harry Potter au pays de Radiant, puisque ce jeune garçon va se retrouver à suivre des cours pour devenir chevalier sorcier, il va se faire quelques acolytes qui sont très sympathiques. Donc du coup, c'est le second manga que je vous présente.
Et je dois dire que j'ai bien aimé ce manga. On va retrouver des dessins qui me font énormément penser déjà à ceux de Tony Valente. C'est pas exactement le même style, mais ça se rapproche fortement. Il y a une certaine similitude, je trouve. Bon, peut-être pas le meilleur exemple là, mais dans les dessins, on retrouve quand même un esprit radiant. Je pense que peut-être que le dessinateur a été choisi pour ça. D'ailleurs, même les fonds me font penser beaucoup à Radiant. Est-ce que c'est la même personne qui dessine les fonds? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau du dessin, c'est vraiment top. Ça n'a rien à envier à Radiant. C'est vraiment très très beau aussi. D'ailleurs, au niveau du dessin, je rajouterais qu'il y a des nouveaux personnages. Forcément, leurs caractères design sont très très réussis. Je ne sais pas du coup si le dessinateur dessine de lui-même ces nouveaux personnages ou Tony Valente lui fait une petite esquisse de comment il les a imaginés. En tout cas, les nouveaux designs sont très très beaux. Et comme dans la série mère Radiant, Sylphendir Chronicle reprend des thématiques fortes. Dans ce tome, on va découvrir les boisés. Ce sont ces gens qui rentrent dans la forêt et qui ressortent des années plus tard, voire des siècles. Ils se retrouvent face à un monde qui leur est totalement inconnu et à des gens aussi qui ne les connaissent pas. Et c'est avec ça qu'on va parler du thème du racisme par exemple. Et c'est un thème fort à l'auteur puisqu'on l'avait déjà vu dans les premiers tomes de Radiant. En point faible, je dirais que du coup, pour ceux qui ont déjà lu Radiant, on est en terrain connu. Donc on a un peu moins de surprises. Alors certes, on retrouve des personnages connus, ça fait un peu un fan service, c'est clairement plaisant, ça fait plaisir, comme retrouver l'univers de Radiant. Et c'est aussi parce que pour le moment, je trouve que les personnages sont plutôt attachants, sauf le héros en fait. J'ai l'impression que le héros, il a le schéma du héros qu'on retrouve beaucoup dans les mangas actuels, du héros qui n'a pas confiance en lui, qui a peur de faire du mal aux gens, ce type de héros, et j'ai l'impression que ça fait très déjà vu. D'ailleurs, l'histoire même du manga, alors hormis l'univers, les boisés, on va dire le début, on a un schéma narratif qui est assez peu original pour l'instant en tout cas. J'aime bien, mais je trouve que ça révolutionne pas du tout le genre. Donc à voir ce que va donner la suite. Ensuite, je vous propose la boutique d'artefacts de Pacha, sortie chez Kena. Ça nous raconte l'histoire d'un pari alternatif où ils ont découvert un puits et ce puits réalise un seul vœu par personne. Vous avez le choix de faire de ce vœu, de le mettre en vous et de garder ce vœu selon ce que vous avez choisi ou ce pouvoir jusqu'à votre mort ou alors de le mettre dans un objet. Et en fait, on va suivre l'histoire de Léo qui a hérité après la mort de son oncle d'une péniche qui est en fait une boutique d'artefacts, c'est-à-dire une boutique où il y a beaucoup d'objets avec des vœux, des pouvoirs en fait. Sauf que voilà, Léo va découvrir que son oncle n'est pas mort comme tout le monde le pense, mais qu'il a été assassiné. Et on va donc suivre Léo dans son enquête pour découvrir qui a tué son oncle. Et pour ce premier tome, j'ai beaucoup accroché à son univers. J'aime beaucoup cette histoire de vœux. Et j'ai bien accroché à cette histoire par son ambiance en fait. Donc c'est un manga d'enquête, on peut dire ça comme ça. Il y a une ambiance assez sympa. Et il y a même parfois, je trouve, une ambiance un peu horrifique par moments. J'ai bien aimé les personnages et je trouve que le héros a vraiment une vraie personnalité. On est loin des clichés des héros actuels. Lui, il est plutôt sûr de lui. Il est beaucoup plus humain que ce qu'on a l'habitude de lire. Et c'est là où, justement, l'avantage du manga français, c'est que ça se rapproche beaucoup plus, du coup, de nous occidentaux et du coup, de nous français. Et on se sent beaucoup plus proche, en fait. On arrive mieux à comprendre certains sentiments, certains aspects psychologiques du personnage. Et c'est là où, vraiment, ce manga, je trouve, est très bon là-dessus. C'est sur son personnage, qui est vraiment excellent. Et bien sûr, tout l'univers que l'auteur a créé pour ce pari alternatif qui est très 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 intéressant. Par contre, le point vraiment qui m'a pas déçu, mais le mauvais point on va dire de ce manga, les dessins sont beaux. Mais par moments, selon les cases, c'est pas toujours égal. Il y a un petit côté amateur en fait qui parfois se fait ressentir.
Alors on peut avoir des super belles planches, super belles cases, et de temps en temps on sent encore un peu d'hésitation dans le dessin. Bon, ça va certainement s'améliorer au fil de la série, mais voilà, je dirais que c'est vraiment le seul point actuellement qui pêche pour moi dans ce manga, parce que pour tout le reste, l'univers, l'histoire, très dynamique, on ne s'ennuie pas du tout, pas une seule seconde, donc j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas à la première place, mais ça reste pour l'instant une très très bonne lecture que je conseille. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je pense que vous ne vous attendiez pas à voir ce manga à cette place. Et on continue du coup avec Reaper de Geronimo Seijudo chez Ankama. Et ça nous raconte l'histoire de Junk, qui est un jeune garçon qui vit dans une terre dévastée, accompagné d'un raton laveur qui parle. Et en fait, alors qu'il pensait devoir survivre tous les deux face à des monstres qu'on appelle les Wendigo, un jour, il va se retrouver face à d'autres êtres vivants alors qu'il pensait être le seul. Donc voilà, c'est un bref résumé, je pense que je n'en dirai pas plus pour garder la surprise. Et si vous avez vu dans mes vidéos, vous saviez que je n'étais pas un grand fan de Reaper, que j'avais moyennement accroché, mais j'avais dit que j'allais les relire, et du coup c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai relu ce premier tome, et finalement, j'ai beaucoup plus apprécié que ma première lecture. C'est vraiment une bonne surprise, vraiment un bon manga, et je comprends mieux d'ailleurs maintenant pourquoi des auteurs japonais le recommandent. En tout cas, ne serait-ce que pour ses dessins, qui sont vraiment très très beaux. Il n'a pas du tout à pâlir de ses dessins par rapport aux auteurs japonais, il est au même niveau. Outre les dessins, du coup en relisant ce tome, j'ai redécouvert aussi la narration, comment l'auteur raconte son histoire via ses cases, et un certain dynamisme qui est vraiment très très bon. En fait, je devais vraiment être fatigué la première fois que j'ai lu, parce que là, je me suis dit, mais mince, j'avais vraiment loupé beaucoup de choses, et je suis vraiment content de l'avoir relu. Donc, excellent manga pour ses dessins, le découpage est excellent aussi. Et quant à l'histoire, j'ai trouvé l'histoire plutôt bonne en fait. Contrairement à ce que j'avais pensé la première fois, il y a beaucoup d'humour. Le personnage du raton laveur d'ailleurs est vraiment la touche d'humour, est vraiment très fun. Excellent, le scénario est dynamique, le héros est très sympathique. Et c'est ce qui fait vraiment que c'est excellent. En plus des dessins, on a aussi des combats très très bien menés, comme je vous disais, avec le découpage de l'auteur. On a des combats mais très très beaux à suivre en fait. Donc c'est un très bon manga. Je sais qu'il a été élu manga francophone de l'année 2023 à Japan Expo, 2024 pardon, à Japan Expo. Oh, je sais plus, 2023, 2024, bref. Et du coup, pour moi, il est à la 4e place. J'ai trouvé encore mieux que lui, du moins c'est mon avis, mais ça reste un excellent manga. On continue mon top avec à la 3e place, Silence de Johan Vermeer. C'est sorti chez Kana et ça nous raconte l'histoire de l'âme, un garçon qui vit dans un monde où les monstres ont envahi la planète et l'humanité est obligée de se cacher. Et lui et son entourage du coup dans une espèce de caverne, de grotte énorme où ils ont reconstruit une petite civilisation, sauf que voilà, les monstres ont l'ouïe très fine et ils ne doivent pas faire un seul bruit. C'est pour ça que dans ce manga, tous les personnages signent en fait, ils parlent dans la langue des signes. J'en profite pour vous montrer vite fait en même temps les dessins. C'est pas sans rappeler le film Sans un bruit, et malgré tout, on est à des années-lumière en fait de ça. Vraiment, l'auteur a réussi son pari de créer un univers qui lui est propre. Il reprend le folklore français, toutes ces histoires de monstres, et l'intègre dans son histoire, et ça donne vraiment un univers que j'adore. Vraiment, je suis très touché par cet univers enneigé, froid, un peu horrifique, une ambiance très sombre, et j'adore. Du coup, les dessins de l'auteur se portent vraiment très bien à cet univers.
Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est qu'il y a une certaine inégalité dans le dessin par moment, comme j'ai pu reprocher à la boutique d'artefacts. Donc voilà, c'est vraiment le seul reproche que je pourrais faire à ce manga, parce que moi, clairement, comme beaucoup de mangas, même si le dessin c'est toujours important, et je vous le dis souvent, j'ai craqué pour la couverture, j'ai craqué pour les dessins, c'est quand même l'histoire qui prime, et là, l'histoire m'a vraiment emporté, et j'ai beaucoup aimé. Je trouvais les personnages très intéressants, bon bien que cette lecture commence à dater un petit peu, même si j'ai toujours pas acheté le tome 2 d'ailleurs, mais comme je vous l'ai dit, je vais l'acheter du coup, et c'est un très bon manga. Je le conseille pour tous ceux qui aiment les mangas un peu horrifiques, avec une ambiance un peu pesante. Donc voilà, Silence, pour moi, c'est d'ailleurs une très bonne surprise, mais c'était même pas une surprise en fait. Direct, quand j'ai lu la thématique, je savais que ce manga allait me plaire. Donc voilà, il fait partie de mon tome 3 forcément. On continue avec la deuxième place, Space Punch de Z, sorti chez Ankama. Alors honnêtement, j'ai été surpris par ce manga. C'est pas du tout le genre d'univers habituellement que je lis, mais avec toutes les bonnes critiques, je me suis dit qu'il fallait que je me le procure. C'est l'histoire de Joe et Zach, deux frères, qui vivent à Mirai City, une ville gangrénée par la mafia. Alors que l'un est policier et essaye de faire en sorte que cette ville redevienne paisible, l'autre lui fait de la boxe, mais n'arrive pas vraiment à décider ce qu'il veut faire de sa vie. Il est un peu perdu, quoi. Et lors d'un petit séjour dans une cabane abandonnée là où vivait leur père, ils vont tomber sur un artefact magique, et à partir de là, ce manga ne vous lâche plus des mains en fait. À partir de là, j'ai été happé par le manga. L'action est phénoménale. J'ai trouvé que le découpage, la chorégraphie des actions était excellente. C'est vraiment un manga de fou. J'ai jamais eu une aussi bonne accroche sur un manga, je dirais, que sur celui-ci au niveau du découpage, de l'action. Les dessins sont très beaux aussi. On est sur un mélange, à moitié, je dirais, cartoon, manga. Alors, je sais pas ce que vous en penserez. Voilà. On a un beau mélange. Franchement, l'auteur a vraiment son propre style, je trouve. C'est très très beau. Mais surtout, c'est l'histoire qui m'a emporté. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai été embarqué dans cette histoire. On ne s'ennuie pas du tout. On est vraiment pris, et j'ai eu du mal à lâcher. En fait, je crois que j'ai dû le lire d'une traite, et souvent, des fois, je peux pas. Mais là, clairement, j'ai été happé par l'histoire. Ce manga m'a vraiment, vraiment plu énormément. Et pourtant, l'univers de mafia, de police, tout ça, c'est pas du tout pour moi habituellement. Mais là, j'ai été totalement conquis, quoi. Les personnages sont très intéressants, ils sont originaux, on n'est pas dans du cliché. Enfin bref, je sais pas, ce manga est excellent, je ne peux que vous conseiller de le lire. En plus, l'univers créé par l'auteur est vraiment fun. Space Punch, c'est excellent, c'est beau, ça te prend au trip, et impossible de lâcher le manga. Je le conseille fortement, une super série française. Alors oui, elle est sortie il y a un petit moment maintenant, on est déjà au tome 4. Mais il fallait que je la présente parce que je pouvais pas passer à côté, et moi je l'ai découvert que cette année, donc voilà, faire partie de mon top. On arrête tout de suite le suspense, et voici quel manga français est numéro 1 de ce top. Les héritiers d'Aguillon de Tipiou, sorti chez Kana. On va direct au royaume de Tyriadoc, où une seconde vie est possible. Après une mort précoce, vous revivez, sauf que cela n'arrive jamais au nouveau-né, sauf pour Annalise, la fille de roi, à qui c'est arrivé, et du coup le peuple l'appelle la princesse cadavre. Alors que tout le monde a un peu peur d'elle, parce qu'elle représente un peu un mauvais présage, elle n'a qu'une seule envie, c'est de découvrir pourquoi sa mère a disparu, et comprendre sa mort-naissance. Donc voilà, c'est donc mon choix en première place. Ce manga m'a totalement envoûté. Avec un style entre Ghibli et Zelda, j'étais totalement pris dans cette histoire de mort, de naissance, de peur, de fantômes, de monstres.
En fait, ça me fait penser un peu à Princesse Mononoke, mais sans vraiment l'être non plus. Vraiment, l'auteur a vraiment créé son propre univers. Mais voilà, ce manga est vraiment bon. L'héroïne a un fort caractère. Alors, c'est ce genre de choses qu'on manque un peu dans le manga japonais, je trouve. Là, on a une héroïne en dehors de tous ces clichés. Vraiment avec son caractère propre, très attachante, et elle est suivie d'ailleurs par un acolyte tout aussi attachant. On est face à un scénario qui est dynamique, les bases sont posées assez rapidement, mais l'autrice arrive vraiment à nous envoûter tout du long du manga. On est face à des moments très féeriques et parfois très glauques aussi en fait. Et c'est ce mélange vraiment que j'adore. Il y a des moments où vous allez avoir des champs de fleurs, tout ça, et puis d'un coup un cadavre au beau milieu. Et c'est un peu ça les héritiers d'Aguillon, c'est de la féerie et du glauque, et on est emporté par tout un tas d'émotions différentes. Et c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher à ce manga. J'ai vraiment été envoûté par son univers. Le seul reproche que je pourrais faire peut-être, c'est au niveau des dessins. On a parfois des personnages un peu mieux dessinés dans certaines cases, parfois moins bien dans une autre. J'ai lu une interview de l'auteur qui disait qu'elle avait un peu plus de mal à dessiner les personnages masculins. Bon, on va pas se le cacher, ça se ressent un peu. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur 2024 en manga français. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici là. L'année n'est pas finie, mais voilà, Les Héritiers d'Aguillon, c'est mon top. Vraiment, j'ai adoré ce manga. Je peux pas dire plus. J'ai adoré, que ce soit l'histoire, les personnages, les dessins sont beaux, il y a rien à redire, l'univers féerique et glauque. Vraiment, c'est génial. Je ne fais que vous le conseiller fortement. Et d'ailleurs, je suis très content. L'auteur a indiqué que son manga était déjà en réimpression, donc génial. On espère que le manga ira très très loin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mon top flop des mangas français spécial volume 1. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces mangas, ce que vous les connaissez, ce que vous les avez lus. Ou peut-être me faire découvrir des mangas français que je ne connais pas, n'hésitez pas. Et bah, comme d'habitude, partagez, likez, si vous avez apprécié ma vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!